Le poulet était trop sec. La télé était en sourdine. Ma mère disait qu'elle ne s'entendait plus réfléchir avec le bruit, même si personne ne parlait. Ma petite sœur Chloé était assise en face de moi, sa main posée sur le bras de Mathieu comme si elle avait besoin de se stabiliser. Ils souriaient tous les deux. Pas de façon décontractée, ni polie. Ils souriaient comme s'ils savaient déjà ce qui allait arriver. « Bonne nouvelle », a dit mon père en me regardant droit dans les yeux. Et puis il l'a dit. « Nous allons utiliser ta prime pour la croisière familiale. » Juste comme ça. Comme s'il parlait d'utiliser un bon de réduction. Comme si mon argent habitait dans la maison, quelque part entre le sel et les essuie-tout. J'ai cligné des yeux une fois, puis une autre, plus lentement. « Ma quoi ?» ai-je demandé. Ma mère a ri, d'un rire léger, joyeux, presque fier. « Ta prime de fin d'année, ma puce. Celle de ton travail. » Je suis entraîneuse de boxe, j'ai dit, parce que mon cerveau avait besoin de quelque chose de réel auquel se raccrocher. Je n'ai pas de prime de cadre de bureau. Chloé a ricané. Pas ton boulot à la salle de sport, ton autre truc. Mon autre truc, le contrat de consultante, le programme sportif régional, les primes de performance pour lesquelles j'avais passé des années à travailler. Cette prime n'était pas due à la chance. Elle était méritée, durement, discrètement. D'accord, j'ai dit en gardant une voix stable. Comment êtes-vous au courant de ça? Mon père n'a même pas hésité. Parce qu'elle arrive par la poste, a ajouté maman, comme si elle avouait avoir acheté la mauvaise marque de pâtes. Nous lisons ton courrier. Et voilà. Pas de culpabilité, pas d'excuses, juste un fait. Chloé s'est penchée en avant. On a déjà parlé à une agence de voyage. Méditerranée, 8 nuits, cabine avec balcon. Les acomptes doivent être payés demain, a dit papa. 7 500 €. Mais ne t'inquiète pas, a ajouté Chloé rapidement. Tu ne couvres pas tout. Nous nous occuperons des excursions. J'ai fixé mon assiette. Mes mains étaient à plat contre mes cuisses sous la table, mais je pouvais sentir mon pouls dans le bout de mes doigts. Ce n'était pas la croisière. C'était la certitude. L'évidence. Comme si ma vie était quelque chose auquel il pouvait accéder, planifier, dépenser. J'ai levé les yeux et j'ai souri, juste assez pour que ce soit inconfortable. Cool, j'ai dit. Alors vous n'aurez pas besoin que je fasse quoi que ce soit, puisque vous avez déjà tout prévu. Papa a légèrement froncé les sourcils. Léa. J'ai levé un doigt. Juste une seconde. Je me suis levée et je suis allée dans le couloir. Mon cœur ne s'emballait pas encore. Cela viendrait plus tard. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé les RH. Quand la femme a répondu, j'ai parlé calmement. Bonjour, c'est Léa Bernard. J'ai besoin de mettre à jour mon adresse postale et mon RIB pour le virement bancaire, avec effet immédiat. Derrière moi, j'ai entendu la chaise de Chloé grincer. La voix de maman a flotté dans le couloir, riant encore. Oh mon Dieu, elle fait son intéressante. J'ai donné ma nouvelle adresse au RH, car j'en avais déjà une. Et là, debout entre la cuisine de mon enfance et la porte d'entrée, j'ai pris une décision. Je n'allais plus être leur filet de sécurité. Je m'appelle Léa Bernard. J'ai 38 ans. J'entraîne des boxeurs, pas la version de luxe, la vraie. J'ouvre la salle à 5h30 du matin. Je pose les bandages. Je corrige les appuis. Je baisse le menton tellement de fois que ça pourrait faire partie de ma personnalité. J'aide les gens à se reconstruire après que la vie les a frappés plus fort que prévu. Je ne suis pas riche, mais je suis prudente. Je surveille tout. Je tiens un budget serré. Je ne dépense pas ce que je n'ai pas. Je suis la personne que les gens appellent quand les choses tournent mal. Et c'est exactement comme ça que ma famille me voit. Pas comme quelqu'un qui réussit ou qui est discipliné, juste comme quelqu'un de disponible. Mon père, Gérard, a 64 ans. Ancien chef de quai dans la logistique, retraité maintenant, il parle toujours comme si on était en 1998 et que les prix de l'essence n'auraient jamais dû augmenter. Ma mère, Martine, a 61 ans, chaleureuse en public,
précise en privé. Elle peut transformer n'importe quelle phrase en faveur sans jamais hausser la voix. Et Chloé a toujours eu besoin de plus. Plus d'aide, plus de patience, plus de pardon. Dans leur version de l'histoire, c'est l'esprit libre. Dans la mienne, elle a appris très tôt que dire je suis dépassée pousse quelqu'un d'autre à payer. Et ce quelqu'un, c'est moi. Ça n'a pas commencé avec la croisière. Ça ne commence jamais comme ça. Ça a commencé par des petites choses. Un téléphone. Chloé m'a appelé en pleurant un après-midi. Mon portable rend l'âme. L'écran est cassé. Les enfants doivent pouvoir m'appeler. De quoi as-tu besoin ? J'ai demandé. Mets-le juste sur ton compte, a-t-elle dit rapidement. Je te rembourserai, genre 80 € par mois. Je ne peux pas faire ça, j'ai dit. 2 heures plus tard, mon père m'appelait. Qu'est-ce que j'apprends ? Tu refuses d'aider ta sœur. Pas est-ce qu'elle va bien, pas qu'est-ce qui s'est passé, juste tu as refusé. Comme si j'avais brisé une règle tacite du code de la famille. C'était le schéma habituel. Chaque fois que je disais non, je devenais le problème. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, cela devenait urgent, vital, une question de solidarité familiale. Et lentement, sans bruit, l'ardoise a grandi. Quelques centaines, puis quelques milliers d'euros. Toujours temporaire, toujours nécessaire, jamais rendu. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Les allusions que ma mère faisait. Comment se passe ton nouveau contrat de mutuelle, a-t-elle demandé un jour. Je ne t'ai pas dit que j'en avais changé, j'ai répondu. Elle a souri. Tu as dû le mentionner. Ce n'était pas vrai. Ou mon père. Tu gagnes mieux ta vie maintenant, n'est-ce pas, après cette revalorisation de tes tarifs de coaching. Comment tu sais ça, j'ai demandé. Il a juste haussé les épaules. Il ne devinait pas. Ils lisaient, ils surveillaient, ils accumulaient les informations. Et j'ai laissé faire, parce qu'il est plus facile d'ignorer le problème que d'admettre que votre propre famille traite votre vie privée comme un dossier administratif qu'il s'autorise à ouvrir. La soirée de l'annonce de la croisière n'a pas été une surprise. C'était le moment où tout s'éclairait enfin. Et cette fois, je n'ai pas cherché à débattre. Je n'ai pas crié. Je suis devenue méthodique. Et j'ai commencé à agir dans l'ombre. Le lendemain matin à 6h08, j'étais dans ma Renault garée devant la salle avec une barre de céréales insipides et une liste de tâches prioritaires. Changer l'adresse postale, sécuriser la paix, cloisonner les finances, tout documenter, partir. Je n'ai pas précipité les choses. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je n'explose pas. Je m'adapte. À 7h15, j'avais déjà modifié 3 mots de passe et activé la double authentification sur tous mes comptes. À midi, j'avais ouvert un compte dans une nouvelle banque. Le soir même, j'avais loué une boîte postale. Pas par paranoïa, mais parce que j'avais fini de faire semblant que tout était normal. Chloé m'a envoyé un message cet après-midi-là. Salut, je vérifie juste. Tu es libre samedi. L'agente de voyage a bloqué le créneau. Aucune mention de notre discussion de la veille. Aucune mention de mon appel dans le couloir. Juste avancer comme si mon accord était acquis. Comme si j'allais sagement reprendre ma place. J'ai fixé le message plus longtemps que nécessaire. Puis j'ai tapé une seule phrase. Je ne serai pas là. 3 petits points de saisie sont apparus immédiatement. Puis ils ont disparu. Puis l'appel est arrivé. J'ai laissé sonner. Puis un autre. Puis ma mère. Puis mon père. Messagerie vocale. SMS. Léa, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas répondu, car pour la première fois de ma vie, je n'éprouvais pas le besoin de me justifier. Cette nuit-là, le sommeil n'est pas venu. 3h12 du matin. Exactement. Mon cerveau alignait les chiffres comme d'habitude. Si Chloé ne peut pas boucler son mois, vont-ils m'appeler ? Si une voiture tombe en panne, sera-ce encore ma responsabilité ? Si je persiste dans mon refus, serai-je banni du clan ? Ma poitrine s'est serrée. Pas par panique, pas vraiment.
C'était la douleur d'un coup que je n'avais pas paré. Je me suis assise, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mon application de suivi de courrier de la Poste. L'historique montrait les enveloppes scannées avant distribution. J'ai fait défiler l'écran. Puis je me suis figée. Il manquait des courriers. Des jours où des documents auraient dû arriver mais ne sont jamais parvenus dans ma boîte aux lettres. Un relevé de la sécurité sociale, un courrier de la banque, une notification de la fédération. Je ne les avais jamais vus, mais ils avaient été photographiés par le centre de tri, ce qui prouvait leur existence et leur interception. Je me suis appuyée contre le mur de ma chambre, les yeux rivés sur l'écran. Ce n'était plus de la curiosité. Ce n'était même plus de la colère. C'était une évidence brutale. Ils n'avaient pas seulement franchi une limite, ils avaient instauré un système de surveillance. Les jours suivants ont été trompeusement calmes. En secret, ma vie basculait. J'ai visité des appartements entre deux cours de boxe. Rien de luxueux, juste un 2 pièces propre, près de la salle de sport, pour 1200 € par mois. J'ai signé le bail immédiatement. Sans un mot, sans annonce. Le déménagement s'est fait sans que personne ne s'en aperçoive, parce que je ne leur ai rien dit. J'ai fait mes cartons la nuit, j'ai chargé ma voiture à l'aube, j'ai mis à jour mon adresse auprès de chaque administration. Travail, banque, mutuelle, tout. J'ai fait opposition à toute nouvelle demande de crédit à mon nom. Pas parce que je les pensais capables de fraude, mais parce que je ne savais plus de quoi ils étaient capables. Samedi est arrivé, le jour du rendez-vous à l'agence de voyage. À 9h03, mon téléphone a vibré. Maman, ils sont là. L'agente nous attend. Prends ton passeport. Pas une question, juste un ordre. À 9h07, Léa, on ne peut pas valider sans ta signature. À 9h09, l'acompte doit être réglé par la personne dont la prime finance le projet. J'ai ri nerveusement, seule dans mon nouveau salon, car cette phrase résumait tout le problème. Pas si je comptais payer, pas si j'étais consentante, juste dont la prime finance le projet, comme si cet argent faisait déjà partie de leur patrimoine. À 9h32, j'ai pris mes clés, pas pour céder, mais pour clore le chapitre. L'agence de voyage dégageait une odeur de désodorisant chimique et d'encre fraîche. Ils étaient tous là. Mon père, campé sur ses jambes comme s'il était chez lui. Ma mère, le sourire crispé. Chloé et Mathieu qui discutaient à voix basse. Et l'agente, une femme appelée Marcel, assise derrière son ordinateur, polie mais visiblement impatiente. Mon père s'est tourné vers moi quand je suis entrée. « Ah, te voilà », a-t-il dit. « On peut commencer. » Comme si j'étais en retard à mon propre procès. Marcel a souri. « Bonjour Léa. Nous avons besoin de votre accord formel pour valider le dossier de réservation. » Mon père a ajouté, « Nous avons déjà validé les détails en conseil de famille. » Je l'ai fixé dans les yeux. Qui vous a dit que ma prime de performance allait servir à payer ce voyage? Elle a marqué un temps d'arrêt, cherchant du regard ma mère. C'est votre mère, bien sûr. J'ai hoché la tête, puis j'ai posé mon smartphone sur le comptoir, l'écran tourné vers eux. Les notifications de mes nouveaux comptes, mon nouveau RIB, le changement d'adresse validé, tout était là. Je n'autoriserai aucun paiement, j'ai dit d'un ton neutre. Et il n'y a plus aucune prime disponible pour qui que ce soit. Le silence qui a suivi était étouffant. Ma mère a cligné des yeux, confuse. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai déménagé, j'ai annoncé. Chloé a laissé échapper un petit cri de surprise. Tu as fait quoi? A répété mon père, comme si l'idée même de mon indépendance était une insulte. Je suis partie. Pourquoi tu ferais une chose pareille? J'ai soutenu son regard sans faiblir. Parce que vous avez pris l'habitude de voler mon courrier et ma vie privée. La remarque a frappé fort, sans avoir besoin de cris. Marcel a bougé sur son siège, mal à l'aise. Sans la signature de la partie payante, je ne peux pas valider la transaction aujourd'hui. La mâchoire de mon père s'est contractée. Alors c'est ça ton dernier mot, a lancé Chloé. Tu nous lâches au dernier moment. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas cherché à me justifier.
Je suis restée droite. Non, j'ai dit, je me retire d'un projet auquel je n'ai jamais demandé de participer. Ce n'est pas une trahison, c'est une limite. Le silence m'a accompagnée jusqu'à la sortie de l'agence. Il m'a suivi sur le parking, dans ma voiture, alors que mon téléphone commençait déjà à vibrer frénétiquement. Mon père, ma mère, ma sœur, tous à la fois. J'ai ignoré les appels. Pendant quelques minutes, je suis restée immobile, les mains sur le volant, inspirant profondément comme entre deux rounds sur le ring, attendant le son de la cloche. Puis j'ai passé la marche arrière et j'ai quitté les lieux. Le premier message vocal est tombé 10 minutes plus tard, c'était mon père. On ne quitte pas une décision familiale de cette manière, Léa. Décision familiale, j'ai écouté cette phrase 2 fois, non pas par incompréhension, mais parce que j'en saisissais enfin toute l'ironie. Les SMS ont déferlé. Maman, Léa, c'est humiliant. L'agente nous regarde. Chloé, bravo, on doit tout annuler à cause de ton caprice. Mathieu, on devrait s'asseoir et discuter calmement. Ce dernier message m'a presque fait sourire, car il arrivait bien trop tard. Je n'ai pas répondu immédiatement. Pour la première fois, je ne subissais pas, je décidais. En arrivant à mon nouvel appartement, le ton des messages avait changé, délaissant la colère pour la culpabilité. Maman, on l'avait dit à tout le monde, tu imagines ce que les gens vont penser. C'était toujours ça, l'image, les apparences, le qu'en dira-t-on. Pas une seule fois ils ne m'ont demandé comment j'allais. J'ai fini par envoyer une réponse unique, claire et irrévocable. Je ne finance pas un voyage pour lequel je n'ai jamais donné mon accord. N'utilisez plus mon nom ni mes coordonnées pour vos projets. J'ai posé le téléphone, l'esprit en paix. La réaction fut instantanée. Papa, après tout ce qu'on a sacrifié pour toi. Je me suis installée sur mon canapé, fermant les yeux. C'était le refrain de toute mon existence, le rôle de la fille éternellement redevable, corvéable et remplaçable. J'ai tapé lentement ma réponse finale. Vous n'avez pas fait ça pour moi, vous l'avez fait à mes dépens. Le silence qui a suivi était différent, moins oppressant, comme un espace vide qui demande à être comblé par autre chose. Le conflit ne s'est pas éteint d'un coup. Les appels des tantes et des cousins ont commencé, des voix mielleuses demandant ce qui m'arrivait. Ma réponse était toujours la même. J'ai pris mon indépendance, j'ai séparé mes comptes et je ne paie pas pour une croisière. Quand quelqu'un a fini par demander si c'était vrai qu'ils ouvraient mon courrier, le vent a tourné. C'est inadmissible. Tu as bien fait. Je n'aurais jamais imaginé ça d'eux. Ils ne savaient pas, car dans ma famille, la réalité était toujours filtrée et réécrite. Chloé a publié une photo de ses enfants 2 jours plus tard. La légende disait que certaines personnes préféraient l'argent au lien du sang, mais qu'ils s'en sortiraient. J'ai vu les commentaires de soutien affluer, mais pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de rétablir la vérité. Je savais qui j'étais. Une semaine après, ma mère a rappelé. Sa voix était douce, presque hésitante. Léa, donne-nous au moins ta nouvelle adresse au cas où il y aurait une urgence. Je n'ai pas fléchi. S'il y a une urgence vitale, appelle la police ou les pompiers. Un long silence a pesé sur la ligne. Tu vas vraiment aller jusque-là, a-t-elle demandé. Oui. Tu te prends pour qui, a hurlé mon père en arrière-plan. J'ai serré le combiné. Je ne me prends pour personne, j'ai dit, je me prends juste pour quelqu'un de distinct de vous. C'était le point final. 9 mois plus tard, la sérénité est ma plus belle récompense. Mon appartement n'est pas grand, mais c'est mon sanctuaire. Plus de demandes d'argent imprévues, plus de chantages affectifs, plus de violations d'intimité. Mon activité de coaching se porte mieux car mon esprit est libéré. J'ai plus d'énergie, plus de focus, et j'ai déposé les fardeaux qui ne m'appartenaient pas. J'ai entamé un travail sur moi-même pour comprendre pourquoi j'avais accepté l'inacceptable pendant si longtemps, pourquoi je pensais que l'amour familial exigeait un sacrifice total de soi. Ma famille continue de raconter que j'ai coupé les ponts pour une histoire de vacances et d'argent. Dans ma version, j'ai simplement cessé de laisser les clés de ma vie à ceux qui ne respectaient pas ma porte.
Je me réveille encore parfois à 3h12, mais ce n'est plus l'angoisse qui me tire du sommeil, c'est le calme absolu de ma liberté retrouvée. Cette histoire nous plonge au cœur d'une dynamique familiale toxique où la réussite d'un membre est perçue comme un bien commun par les autres. Il est fascinant de voir comment Léa, grâce à sa discipline de coach de boxe, a su transformer sa colère en une stratégie froide et efficace pour protéger son intégrité. Souvent, dans les familles où les frontières sont floues, dire non est perçu comme un acte de trahison alors que c'est en réalité un acte de survie. La réaction de ses parents et de sa sœur montre à quel point ils étaient déconnectés de la réalité de Léa, la considérant uniquement comme une ressource financière et non comme une personne à part entière. Le fait qu'ils aient intercepté son courrier est une violation grave qui justifie amplement sa décision radicale de déménager en secret. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que Léa a été trop dure en coupant les ponts si brusquement, ou estimez-vous que c'était la seule solution face à une telle trahison de sa vie privée ? Auriez-vous eu le courage de partir sans rien dire pour vous protéger ? Partagez vos expériences et vos avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous.